Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne où je vais délivrer tous les podcasts de Goddess Révolution, le podcast minceur que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute et aussi sur YouTube ici. Ce podcast, il a été pensé et créé pour toutes les praticiennes bien-être, beauté et paramédicales qui sont dans mon école actuellement et qui sont praticiennes Belly, Draine Révolution et qui participent aussi à l'académie Curve Révolution. Il a été vraiment pensé pourquoi? Pour venir compléter les connaissances, pour venir vous faire part aussi d'analyses d'experts dans le domaine de la santé, de la beauté, du bien-être, un micmac de tout ça pour enrichir vos connaissances. Prenez-en plein les oreilles, vous êtes là vraiment pour ça, faites-vous plaisir et s'il vous plaît, faites-nous un retour sous chaque épisode aussi pour savoir ce que ça vous a appris. Voilà, sinon vous retrouvez toujours en légende notre aussi freebie, notre produit offert pour vous, notre mini formation, aider mes clients à perdre leurs 3 premiers kilos émotionnels. Bienvenue par ici en tout cas et bonne écoute. Bienvenue à toutes dans le podcast révolutionnaire Minceur. Ici, on aborde tous les sujets, les méthodes, les astuces possibles et inimaginables pour vous aider à déstocker graisse, eau, les kilos émotionnels. En bref, tous les outils possibles pour vous permettre de vous réconcilier enfin avec votre corps, ce précieux. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial du podcast Minceur. Aujourd'hui, j'accueille le docteur Yuni Assouli. Donc, j'ai bien prononcé, hein? Très bien, bonjour. C'est parfait. Bonjour à vous, merci d'être là. Je vous accueille pourquoi? Parce que le docteur Assouli, en fait, il est spécialisé, bon, il va vous expliquer un peu mieux que moi et il se présentera davantage, mais je l'ai découvert sur Instagram par hasard et il s'est spécialisé en tout cas dans l'accompagnement des troubles, on va dire, du microbiote intestinal et c'est ça qui m'a vraiment, qui a attiré mon attention déjà dans un premier temps parce que vous me connaissez maintenant, j'accorde une attention toute particulière à notre santé intestinale depuis longtemps. Et là, c'est génial d'avoir un médecin qui puisse répondre à nos questions. Donc, bienvenue, docteur. Comment allez-vous? Ça va super, merci beaucoup. Merci de me recevoir. En tout cas, c'est un super podcast, ça va être super intéressant. Et puis Du coup, voilà, si on peut aider plein de patients. je vous laisse vous présenter comme ça, avec vos propres mots et Bien pourquoi sûr, vous alors moi je avez suis choisi. docteur Yoni Assouli, je suis de formation médecin généraliste. J'ai fait mon internat dans les hôpitaux de Paris. Et au cours de mon internat, et même après et encore actuellement, je me suis, on va dire, spécialisé dans ce qu'on appelle la médecine fonctionnelle. Et lorsqu'on parle de médecine fonctionnelle, on est un petit peu obligé de s'intéresser de près au microbiote intestinal. Voilà, Génial. donc aujourd'hui, je continue toujours d'exercer une fois par semaine la médecine générale pour des patients auxquels je suis attaché. Mais le reste du temps, je fais uniquement de la médecine fonctionnelle. D'accord. Alors, du coup, je vous ai préparé un petit panel de questions à aller voir ensemble. Donc, j'ai lu sur un de vos posts que 45% des Français étaient en surpoids. Est-ce que justement, cette Ouais. médecine fonctionnelle que vous appliquez, vous rencontrez pas mal de patients qui sont en surpoids? Oui, alors c'est vrai que initialement, on vient pas me voir pour des problématiques de surpoids. On vient me voir parce qu'il peut y avoir une fatigue chronique, il peut y avoir des troubles digestifs depuis plusieurs années, alors que tous les examens sont normaux. Ou bien sûr pour une hypothyroïdie, que ce soit une hypothyroïdie d'Hashimoto ou une hypothyroïdie tout court. Et donc quand on règle la cause, parce que la définition de la médecine fonctionnelle, c'est une médecine qui doit remonter à la source des problèmes. On ne doit pas traiter comme on nous apprend à faire en médecine allopathique les symptômes par des médicaments, mais on va remonter, voilà, la cause, et en traitant la cause, tous les symptômes disparaissent, d'une part, et d'autre part, c'est une médecine préventive, donc on permet d'éviter que des maladies apparaissent. Et bien souvent, quand tout rentre dans l'ordre, les patients perdent du poids naturellement. Mais ce n'est jamais, pratiquement jamais voilà, le symptôme principal de mes consultations, même si ça y figure parmi les plaintes. Eh oui. Mais moi, je m'intéresse pas au poids initialement dans mes consultations. Je règle le poids, mais en réglant le microbiote, en réglant l'hypothyroïdie, en réglant peut-être la fatigue surrénalienne, en réglant voilà les causes profondes. Est-ce que c'est la seule différence entre la médecine fonctionnelle et allopathique, le fait de revenir à la source du symptôme? C'est pas la seule différence. Il y a beaucoup de différences. La médecine allopathique, si vous voulez, les consultations sont très brèves.
Et on s'intéresse presque pas, voire pas du tout à l'alimentation. Donc, quand vous allez voir un médecin généraliste, vous allez voir parce que vous avez des douleurs, il va vous donner un antalgique, vous êtes dépressif, un antidépresseur, vous êtes constipé, un laxatif. Mais on se rend pas bien compte de l'impact qu'ont les aliments sur notre organisme. Donc ça, c'est également une différence. Voilà. Eh oui, d'accord. Euh, du coup, ça arrive très très souvent aussi, je suppose, parce que là, vous avez parlé de la thyroïde et je sais que c'est un des sujets, mais qui revient très 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 souvent quand on parle de surpoids d'ailleurs. Et est-ce Tout que à fait. justement, c'était pas une question qui était notée, mais la thyroïde et le microbiote, est-ce que ça a un lien du coup? Ouais. Oui, oui, oui. Il y a un lien assez incroyable, puisque lorsqu'on parle d'hypothyroïdie, on parle de ralentissement dans l'organisme. Malheureusement, moi, j'ai fait beaucoup de consultations à ce niveau-là parce que on est formé en tant que médecin allopathe à regarder que des normes de laboratoire et on va regarder que la TSH. La TSH qui est dans 99,9% des cas normal, mais normal pour les labos. C'est pas normal pour des valeurs santé. Donc les patients, ils sont frileux, ils sont constipés, ils prennent du poids, ils ont le moral up and down, ils perdent les cheveux, ils ont la peau sèche, les ongles cassants, et on leur dit, bah écoutez, tout va bien, c'est pas la thyroïde. Alors que oui, c'est la thyroïde. Hmm. Alors elle fonctionne au ralenti. Lorsque la thyroïde fonctionne au ralenti, tout l'organisme va fonctionner au ralenti car c'est vraiment le chef d'orchestre. Et il va avoir un ralentissement et donc c'est des patients qui vont beaucoup plus facilement prendre du poids que des patients qui sont en euthyroïde, qui n'ont pas d'anomalie à ce niveau-là. Donc oui, l'hypothyroïdie modifie le microbiote. Ouais, ça c'est évident. Mm. Ah ouais, d'accord, c'est génial. Ouais. Et c'est très intéressant justement de parler de ça parce que très très souvent dans toutes les formations, je vous disais ça tout à l'heure en off, que j'ai faites autour de la nutrition, euh, et souligner le fait que justement n'est pas assez prescrit le taux de T3, T4 au niveau de la thyroïde. Voilà, pour venir voir en fait les vraies fonctions de la thyroïde, est-ce qu'elles sont en marche ou pas. Voilà. Donc, Complètement, ouais, ouais, vous soulevez une question très très importante. Ouais. Tout à donc fait. ouais, merci du coup de ressouligner ça en tout cas de votre voix. Euh, alors, pensez-vous maintenant que si les gens connaîtraient mieux leur corps, leur anatomie, leur physiologie, il y aurait moins de surpoids en France aujourd'hui? Parce que je pense que ça Peut-être, fait ouais, partie de ça. Votre consultation, elle est beaucoup orientée prévention, comme vous l'avez dit. Donc, complètement, ouais. s'ils se Ouais, connaîtraient mieux, ouais, qu'est-ce je que vous pense. faites, vous, en consultation pour justement aider les gens peut-être à apprendre à davantage se connaître? Déjà, je suis un peu comme un professeur des écoles. J'essaye en fait que mon patient soit acteur de sa santé ou acteur de sa maladie. Je veux qu'il en connaisse presque davantage que moi. Donc c'est la médecine fonctionnelle, c'est vraiment un partenariat qu'il y a entre le médecin et le patient. Moi, Mm. j'explique souvent que je vais donner les clés d'une bonne santé, mais après je ne serai pas derrière. Donc c'est une médecine un peu particulière dans le sens où je vais être amené lorsque je vais revoir le patient après avoir fait des bilans biologiques à modifier son hygiène de vie. Donc, je peux être amené peut-être à arrêter le gluten chez certains patients. Donc, ça demande une certaine motivation et donc j'ai besoin que le patient comprenne tout ça. Donc, je lui explique la physiologie surtout, donc le fonctionnement hormonal, le fonctionnement de l'intestin. Je trouve que plus un patient comprend, plus il va appliquer. Voilà, donc, le déroulement de mes consultations, lorsqu'un patient prend un rendez-vous, on lui explique, donc j'ai une assistante qui explique tout le fonctionnement, qui lui envoie un questionnaire à nous faire parvenir au moins 7 jours avant la consultation parce que j'aime bien lire mes dossiers avant. Lors de la consultation, on revoit le questionnaire ensemble. J'explique un petit peu mes hypothèses diagnostiques. Je donne des prises de sang. Il y a des bilans sanguins, urinaires dans les urines 24 heures et des prises de sang génétiques parce que la génétique est merveilleuse. On est tous différents. Et je trouve que la médecine fonctionnelle doit être une médecine personnalisée. J'ai Mm. jamais donné les mêmes protocoles à deux patients. Donc, on a tous un protocole, on a tous notre propre médecine fonctionnelle. Donc, c'est comme ça que moi, en tout cas, je vois la médecine. Donc Voilà, ça, c'est le dé- finalement, on parle ici de protocole, on repart avec un protocole à la fin de votre consultation et pas avec une prescription médicale, c'est bien ça? À la fin de la deuxième. En fait, à la fin de la première consultation, vous partez avec des analyses à faire. Voilà. Je ne fais jamais rien lors de la première consultation. Et Mm. ensuite, je revois le patient 5, 6 semaines après avec les résultats. Mais je les ai reçus bien avant et donc j'ai déjà travaillé dessus. Donc j'ai déjà rédigé pour mon patient un protocole que je lui explique du deuxième rendez-vous avec des compléments alimentaires, avec des traitements peut-être hormonaux, avec voilà des traitements qui permettront que le patient soit en pleine santé. Et du coup, justement, j'ai déjà fait une analyse de mes selles, une Ouais. coproduction, mais spéciale microbiote intestinal.
Et il y a des laboratoires qui font ça aussi. En France, j'avais fait ça avec Physiosens, je ne sais pas si vous le connaissez. Non. Et vraiment, j'avais vu bactérie par bactérie, enfin, il y en a des millions, hein, mais en tout cas, il y avait des familles et en fonction, ça venait vous montrer votre terrain à justement telle ou telle maladie. Et si vous étiez déjà malade, en fait, ça vous expliquait aussi cette lecture, le pourquoi du comment. Et vous prescrivez ce type d'analyse aussi, du coup, dans vos... Non. J'en ai déjà prescrit, j'ai déjà prescrit des analyses du microbiote avec des analyses de sel, mais j'ai pas besoin d'aller jusque-là pour modifier un microbiote. Donc, j'ai prescrit beaucoup d'analyses d'hypersensibilité alimentaire pour voir si le patient a des hypersensibilités alimentaires. Je Ouais, voilà, dose ce qu'on avec appelle un terrain de des dysbiose, voilà, qui est souvent... dysbioses. D'accord. Après, en réglant la thyroïde, en réglant le fonctionnement surrénalien, en traitant les carences, même vitaminiques, ça peut être en oméga 3, en oméga 6, en vitamine D, l'alimentation, tout le microbiote va changer. Et donc, je demande souvent un examen qu'on appelle les métabolites organiques urinaires. Donc ça, c'est plutôt une analyse d'urine, où Ouais. là, je vais en profondeur, je regarde plutôt s'il y a une prolifération fongique, bactérienne, de fermentation, de putréfaction, et on traite comme ça. Mais c'est très rare, je demande une analyse de sel. Je trouve que pour l'instant, on n'a pas assez de recul à ce niveau-là. Ah, Euh, d'accord. J'allais dire oui c'est parce que... trop, Ok, les conseils sont trop généraux, donc on va vous dire, si vous observez bien, toujours pareil, mangez plus de fruits, mangez plus de légumes. d'accord. Mastiquer, parce que la mastication est très importante, mais voilà, c'est pas personnalisé. D'accord, ok. Parce que j'allais juste poser la question. Donc, vous pensez finalement que c'est plus rapide de faire les analyses que vous faites plutôt que de faire une analyse du microbiote par les selles. Mais en fait, non, c'est plus sûr, en tout cas pour l'instant, parce qu'il n'y a pas assez de recul sur ce type d'examen. C'est ce que Exactement. vous dites. Ouais, Ok. tout à fait. Donc, Euh, c'est onéreux, c'est pas donc, celui-là. du coup, ben, on y arrive. Le microbiote intestinal. Alors, Ouais. pour les novices, pour ceux, on l'appelle aussi souvent le deuxième cerveau, peut-être que ça va faire écho à certaines personnes. Donc, pour vous, comment vous pouvez nous expliquer, selon vous, ce qu'est le microbiote intestinal? Alors, comme je dis souvent à mes patients, je trouve que aujourd'hui, on parle que du microbiote. C'est la star de tous les réseaux sociaux, à juste titre, parce que ben, c'est vrai que toutes les études se dirigent vers le microbiote et toutes les pathologies chroniques, comme l'avait dit Hippocrate. Mais il faut voir l'intestin comme un ensemble de quatre acteurs. Il y a quatre acteurs, donc soit au niveau de l'intestin grêle, le petit intestin, au niveau du côlon, le gros côlon, où se situe le microbiote. Le premier acteur de cet intestin, c'est une barrière intestinale qui fait 500 mètres carrés. Ça paraît énorme, c'est le cas. Donc, c'est trois stades de foot. Moi, je suis à Marseille, c'est trois stades de Vélodrome, euh, qui sont dans notre corps et qui sont constitués par ce qu'on appelle des villosités, donc des replis. Et au sein de ces villosités, il y a une seule couche de cellules qu'on appelle des cellules de l'entérocyte. Entéro signifiant intestin et cyte cellule. C'est une seule couche de cellules. Ces cellules, elles sont reliées les unes aux autres et forment ce qu'on appelle des jonctions serrées. Elles ont deux rôles. La barrière intestinale a deux rôles que moi j'appelle antinomiques. Vous allez me dire si vous trouvez ça, moi je trouve ça paradoxal, c'est-à-dire que elle doit à la fois jouer un rôle de barrière contre les mauvaises molécules et Ouais. un rôle d'absorption pour les micronutriments. Donc Mhm. elle a deux rôles qui vont pas, mais en tout cas elle le fait, elle doit bien le faire. Et Ouais. il y a certains facteurs qui vont entraver son fonctionnement. On sait aujourd'hui que le gluten peut aggraver la barrière, créer une porosité, créer des trous dans la barrière intestinale. La consommation d'antibiotiques à répétition, les anti-inflammatoires, les corticoïdes, le stress chronique. Car lorsqu'on est stressé, nous allons sécréter trop de cortisol. Et le cortisol est une hormone qui va créer une hyperperméabilité intestinale. Donc les jonctions ne vont plus être serrées et elles vont ouvrir la barrière. Mhm. Il y a un deuxième acteur dont on parle moins, mais qui est très important, qu'on appelle le GALT, qui signifie tissu lymphoïde associated gut. Il représente 80% de notre système immunitaire. Il se situe vraiment au niveau de l'intestin. Donc, d'où l'importance de cet organe dont il faut prendre soin. Le troisième acteur, c'est un gel visqueux qu'on appelle le mucus, qui Mhm. va tapisser la barrière intestinale pour l'aider à repousser les mauvaises molécules. D'accord. Il faut savoir que dans la population, à peu près un patient sur cinq, c'est énorme, 20% de la population est non sécréteur de mucus. Donc, si on ne leur apporte pas du mucus par supplémentation, ils ne pourront pas avoir un bon microbiote. Et Ça, ça, c'est c'est très important. génétique, par exemple? Génétique, tout à fait. C'est des analyses génétiques. Et le quatrième acteur, bah, c'est ce fameux microbiote intestinal qui consiste en un partenariat entre l'hôte, donc entre vous, et vos bactéries. C'est-à-dire que l'hôte va devoir offrir le meilleur gîte et le meilleur couvert possible. Et en retour, les bactéries,
elles vont bosser pour lui. Elles vont produire des neurotransmetteurs, des hormones, des acides gras à chaîne courte, la vitamine K par exemple. Mais à condition, bien sûr, d'apporter ce dont le microbiote a besoin. Ce dont il a besoin, on sait que c'est les fibres, Mhm. donc les fruits, les légumes, les crudités. Il faut apporter déjà ce que l'hôte a besoin de manger. Donc je vous ai dit, tous différents. Il y a des génétiques qui permettent de savoir qu'est-ce que nous, on doit vraiment manger. Est-ce qu'on doit manger plus de protéines, plus de gras? Ça, c'est génétique également, parce qu'on ne doit pas avoir la même alimentation. Peut-être que vous et moi, on ne doit pas manger pareil, ça, je ne sais pas. Mais donc, ça, c'est très important. Et le microbiote, donc, on sait aujourd'hui que grâce à toutes ces molécules-là, va nous permettre d'être en bonne santé. Mhm. Voilà. J'avais lu un livre justement dans ce sens, quatre Ouais. groupes sanguins, quatre régimes différents. Je ne sais pas si vous connaissez ça aussi et si ça va aussi dans le sens des analyses que vous faites en fonction des régimes. En fait, c'est par rapport aux intolérances alimentaires que vous allez définir le régime de quelqu'un finalement, c'est ça? Non, pas vraiment. En fait, quand je demande des hypersensibilités alimentaires, c'est pour modifier la perméabilité intestinale, parce que si le patient a un mauvais microbiote, un mauvais système immunitaire, au bout d'un moment, il va devoir réagir contre les œufs, contre les tomates, contre le gluten, sur ce qu'il consomme le plus souvent. Donc pendant 4 mois, je lui enlève ces aliments-là. 4 mois après, il pourra les remanger. Donc ça, c'est vraiment pour réparer l'intestin. Dans un objectif de perte de poids, je fais des analyses génétiques plus poussées qui peut me permettre de savoir si le patient doit avoir une alimentation qu'on appelle plus high fat, low carb, donc plus riche en protéines, en matières grasses et faible en glucides, ou pas, ou si c'est des régimes cétogènes. Mais ça, c'est deux problématiques différentes. Et est-ce que vous conseillerez une consultation en médecine fonctionnelle pour faire un bilan, en fait, prévention, Complètement. à tout âge, ou Ouais. bien? Complètement. En fait, plus un patient va consulter tôt dans sa vie en médecine fonctionnelle, plus il sera en bonne santé. Pour moi, il n'y a qu'une seule médecine, hein. On oppose malheureusement la médecine allopathique et la médecine fonctionnelle. Je pense qu'elles sont complètement complémentaires, dans le sens où on peut gérer par un médecin généraliste la douleur à l'instant T et ensuite prendre le relais en médecine fonctionnelle. Mais la vraie médecine, c'est la médecine fonctionnelle. Hmm, Voilà, c'est quelque chose de logique. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on doit manger, il faut connaître notre génétique, il faut savoir peut-être se supplémenter à vie pour éviter des pathologies. Moi, j'ai des patients qui savent aujourd'hui que toute leur vie devront prendre des compléments. ouais, d'accord. Sinon, ils sont à risque de développer des pathologies cancéreuses, cardiologiques, dépressives, mais c'est pas grave. Voilà, il n'y a pas de prix Et, pour la euh, santé. et oui, évidemment, la régénération d'un microbiote intestinal et même des parois des intestins, est-ce qu'elle varie, je suppose, aussi en fonction des patients, en fonction de l'hygiène de vie Complètement. des patients? Et c'est plus ou moins long, du coup. Combien de temps pour un patient lambda, on va dire, qui adopte en tout cas une hygiène de vie qui est adaptée au protocole que vous lui prescrivez? Alors, la perméabilité intestinale, donc un patient qui a développé un intestin poreux, donc il faut savoir que lorsqu'un patient a une hyperperméabilité intestinale, il est à risque de développer ce qu'on appelle des maladies auto-immunes. Puisque toutes les molécules toxiques vont franchir la barrière, elles vont se retrouver au contact des cellules du système immunitaire qui est là pour défendre le patient. Mais Mhm. à force d'être trop attaqué, de trop défendre le patient, il peut devenir fou et attaquer des protéines du soi. Donc, on va dire pour corriger l'hyperperméabilité intestinale, il faut 6 mois. D'accord. Ça, c'est des protocoles de 6 mois. En Même toute honnêteté, les patients, au bout de 3 mois, ils vont mieux. Voilà déjà. Donc même pour Voilà. quelqu'un qui a un microbiote, on va dire, moyennement sain, il lui faut quand même 6 mois. Oui, on va dire que tous les 6 mois, le microbiote D'accord. se modifie, hein, surtout que le microbiote, faut faire attention à une capacité de résilience. Donc, il tend toujours à revenir vers le microbiote d'origine. Mm. Donc, ça peut être un peu plus long pour certains, mais en 6 mois, si le patient a bien suivi les recommandations alimentaires, a bien pris les compléments, a fait un effort sur la mastication, c'est rentré dans l'ordre. Ouais. Est-ce que finalement, c'est une question un peu large que je vais poser, mais est-ce que tous les symptômes ou toutes les maladies peuvent se régler en allant justement rééquilibrer ce microbiote? Ah ouais, je suis certain. Ouais, complètement. Mais ça, c'est Hippocrate qui l'avait dit, hein. Le point de départ de toutes les maladies se situe au niveau de l'intestin. Aujourd'hui, on sait que c'est peut-être se situe au niveau du microbiote intestinal. Mais je reste persuadé qu'un patient qui a un bon microbiote est en bonne santé. Mm. Ça, c'est sûr. Et pourquoi est-ce que vous, pendant vos études et pendant votre pratique, pourquoi est-ce qu'on l'appelle le deuxième cerveau?
Parce qu'il y a un lien, il y a une autoroute via un nerf inconscient qu'on appelle le nerf vague, qui relie l'intestin au cerveau. Et de toute façon, ça se confirme quand on voit des patients qui sont plutôt anxieux. Ben, ils me relatent aller aux toilettes dès qu'ils ont un stress, dès qu'ils ont un examen. Donc, on voit qu'il y a une véritable connexion entre ces deux organes-là. Il faut savoir que l'intestin a été formé avant le cerveau. Moi, je pense que c'est le premier cerveau. Le deuxième. Bienvenue au club. Voilà. Ouais, Mais mais on peut oui. Et oui, ce fameux nerf vague, donc effectivement, tout ce qui va être neurotransmetteur, peu importe finalement où c'est sécrété, que ce soit sécrété en haut ou dans le c'est ventre, sécrété à 90% par l'intestin. Donc, voilà, au niveau de la sérotonine. non, Ouais. Il y en a d'autres qui sont hyper importantes au niveau des neurotransmetteurs qui sont sécrétés aussi au niveau de l'intestin. principalement la sérotonine. Maintenant, on sait de plus en plus qu'il y a des études sur ce qu'on appelle les acides gras à chaîne courte, qu'on D'accord. appelle le bihydrate, le propionate et l'acétate, qui sont formés par un microbiote sain, donc un microbiote eubiotique par des Et à, bonnes bactéries. et à quoi elles servent, du coup? Bah, ces acides gras à chaîne courte vont avoir des rôles dans l'inflammation. Voilà. Euh, vont jouer des rôles aussi au niveau cérébral. Donc, c'est très, très important. Il y a des patients qui ont un mauvais microbiote, qui sont déficitaires, par exemple, en butyrate. Et donc, ils sont plus à risque de développer une hyperperméabilité intestinale. Donc, il y a maintenant des compléments de butyrate, il y a trop de choses. Et donc, la Hein. majorité, ben moi, je vous dis aussi mon expérience des clientes que j'ai reçues aussi en consultation, que ce soit individuel ou en groupe ou en accompagnement, qui souffrent d'un stress chronique qui amène cet état un peu d'inflammation, enfin, pas qu'un peu évidemment, d'inflammation qui s'installe aussi dans le temps. Donc, tout l'intérêt d'avoir un microbiote sain pour aussi finalement lutter contre le stress chronique qui nous amène à être en rétention d'eau, et qui nous Ouais, amène tout à aussi fait. à consommer un peu tout et n'importe quoi et à être finalement Exactement. en surpoids. Donc, très, très, très intéressant. Justement, quel est C'est le un véritable rôle? cercle vicieux. Pardon, C'est un excusez-moi. véritable cercle vicieux. Ben oui, oui, complètement. Cercle vicieux. Ouais, complètement. Alors, le rôle du... Est-ce que vous avez des études ou des trucs qui sont sortis récemment sur justement le microbiote et le poids? Oui, oui, oui. Alors, j'ai fait des revues, mais vous pouvez pas voir. J'ai Ouais, sorti des articles sur le merci. microbiote, le sucre, l'obésité, les bactéries, comment l'alimentation ne fait pas tout. Donc ouais, il y a plein d'études sur le microbiote et la surcharge pondérale et l'obésité. On sait que bien sûr, une alimentation trop riche en sucre va favoriser les mauvaises bactéries. Donc les mauvaises bactéries et les mauvais champignons, notamment le candida, se Hmm. nourrissent de sucre, adorent le sucre. Donc, plus on va manger des sucres raffinés, plus on va aller nourrir une mauvaise flore. Donc, Et ça là, il y nous a un rend rôle, bien sûr. complètement addicts. Je les vois, les clientes qui sont atteintes de Exactement. candidose, mais c'est même, Exactement. ça en devient nerveux la consommation de sucre, hein. C'est Ouais. Mais là, vraiment il faut agressif. leur dire que c'est malgré elle, car si vous voulez, le candida est un pathogène qui est bénéfique initialement pour l'organisme. Mais lorsqu'on a une mauvaise flore, donc surtout une flore de fermentation avec des bactéries de fermentation, elles vont le faire proliférer avec elle et il va devenir pathogène. C'est un petit peu comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et Hmm. c'est ce pathogène, ce champignon-là, qui va faire, grâce à la libération de ces toxines, l'appel du sucre. Donc souvent, c'est malgré soi. Mais en réglant le microbiote, en traitant les causes, on arrive à couper la tête de ce candidat-là. Et Voilà, finalement, mais donc, ce microbiote, quand il s'exprime, est-ce que ouais. ça passe dans le sang, du coup, ou comment ça se véhicule, ce qui produit ça? Parler les bactéries. D'accord. Les bactéries, elles communiquent avec le cerveau, du Alors, les coup. bactéries produisent des toxines. On appelle ça des endotoxines, souvent, qui sont Ok. dans les bactéries à gram négatif, donc les bactéries les plus néfastes. Et ces endotoxines sont transportées dans le sang du patient grâce à un transporteur qu'on appelle les lipopolysaccharides binding protein, le LBP. Le LBP transporte les LPS. Ça, c'est les endotoxines. Et moi, ce que je dose, c'est notamment le LBP. Je dose la protéine de transport. Lorsqu'elle est supérieure à 6,6, ça signe une hyperperméabilité intestinale. Ah, Elles sont transportées comme ça dans le sang du patient. ok, d'accord. Et il faut savoir que la dysbiose, les mauvaises bactéries, créent une hyperperméabilité intestinale. Et l'hyperperméabilité intestinale crée une dysbiose. Donc, c'est un véritable cercle vicieux. Ouais. Super. Bon, je vais prendre rendez-vous bientôt. Je pense que c'est très important de faire toujours de la Ouais. prévention. Moi, j'adore ça. Et puis, Ah, c'est c'est une sûr. manière d'apprendre à se connaître, tout simplement. Exactement. Et ça, c'est Exactement. génial, c'est génial. Parce que quand on va bien dans son corps, on va bien dans sa tête aussi. Et, Ah ouais, tout à fait.
Et ça fait qu'on est en bonne santé globale et c'est génial. Et tout le monde est content. Euh, Complètement. du coup, parlons justement de la tête et de l'aspect émotionnel des choses. Est-ce que l'équilibre émotionnel des patients influence le microbiote? Imaginons que ce soit un patient qui a une hygiène de vie impeccable, qui prend vraiment le régime qu'il lui faut, mais sauf qu'il vit des événements dans sa vie, je vous dis n'importe quoi, divorce, deuil, traumatisme, qui font qu'il y a un déséquilibre au niveau de l'humeur. Est-ce que ça a un lien? Est-ce que ça va percuter l'équilibre physiologique du microbiote? C'est certain, c'est indéniable. Oui, ça va perturber donc l'équilibre, comme je le disais, avec la sécrétion de cette fameuse hormone qu'on appelle le cortisol, qui est assez néfaste pour la perméabilité intestinale. Donc, c'est le lien entre le stress et les intestins. Donc, les patients qui vont être stressés de manière chronique vont sécréter trop de cortisol et donc vont avoir une hyperperméabilité intestinale. Au bout d'un moment, on sait que ces patients-là vont arrêter de sécréter trop de cortisol. Ben, ils en auront trop sécrété, il n'y en aura plus. Lorsqu'il n'y a plus trop de cortisol, on peut parler de fatigue surrénalienne. Ça peut effondrer un précurseur qu'on appelle le sulfate de prégnénolone, un nom un peu barbare. Et on sait que la prégnénolone a un rôle vraiment bénéfique pour l'intestin. Donc, c'est des patients qui, au bout d'un moment, sont en fatigue surrénalienne et se retrouvent en hyperperméabilité intestinale. Donc, c'est plutôt il y a plutôt un lien entre l'immunité intestinale et le microbiote. Donc, c'est les surrénales, la glande thyroïdienne également. Voilà, on peut pas régler un intestin si on n'a pas réglé la thyroïde. Ça, je n'ai jamais vu ça. Un patient qui est en hypothyroïdie, même s'il fait tout ce qu'il faut au niveau de l'alimentation, prend tous les suppléments, si sa thyroïde fonctionne au ralenti, son intestin ne va pas bien. Il sera probablement constipé. Donc, il ira à la selle tous les 2 jours, tous les 2, 3 jours. Il aura peut-être une alternance diarrhée-constipation, mais voilà, faut prendre en globalité l'organisme. C'est très important. D'accord. Est-ce que si, même si on a compris que chaque histoire, chaque patient est différent, chaque Tout à fait. dossier, chaque génétique Bravo. est différente, euh, est-ce que vous avez 3 conseils généraux à donner pour avoir un microbiote en pleine santé? Ouais, mais alors le premier, on n'y pense pas, mais pour moi, c'est le plus difficile. Je consulte, allez, on va dire 10 patients par jour. Les 10, je leur dis pareil et je le fais pas moi-même tous les jours. C'est la mastication. Oui. Et c'est très dur, je sais, parce qu'on est dans un monde où on doit aller très très vite. On mange devant les écrans, on est pressé, on est stressé et on va gober. Mais pour avoir un microbiote sain, il faut vraiment prendre le temps de bien mâcher pour prédigérer les aliments parce que nos bactéries n'ont pas de dents. Donc ça, c'est le premier conseil. Ensuite, le deuxième conseil, bien sûr, c'est d'enrichir notre alimentation. On sait que pour avoir le meilleur microbiote possible, il faut avoir une alimentation variée, la plus variée possible. Donc Hmm. manger des aliments, bien sûr, sains, de saison, locaux, bio si possible, sans pesticides, mais variés. Il faut varier les légumes, il faut varier les fruits, il faut varier les protéines, il faut tout varier. Ça, c'est très, très important. Et ensuite, ben, il faut analyser, faire des bilans pour regarder un petit peu l'ensemble, voir s'il n'y a pas des carences qui pourraient impacter le microbiote. Ça, Hmm. c'est voilà, ça, c'est quelque chose de très important. Et donc, Ne pas hésiter également, faire du yoga, de la méditation, de la cohérence cardiaque, du sport, de l'activité physique, de la marche même. Voilà, il y a beaucoup d'impact sur l'activité physique et le microbiote. Ça, c'est des conseils voilà, 3 conseils que tout le monde peut faire sans même consulter, on va dire. Voilà. hmm. Et donc, on vous trouve où? À Marseille? Moi, je suis à Marseille, ouais, tout à fait. Je suis à Marseille, j'ai mon cabinet à Marseille, mais depuis un an, j'ai développé beaucoup la visio. Donc, parce que J'allais j'avais vous beaucoup. demander, ouais, si vous faisiez Ouais, des consultations à distance aussi, parce que du coup, je ouais, il y sais. a eu beaucoup de demandes. Alors, ouais, je fais beaucoup de visio. Maintenant, je fais même plus de visio que de présentiel. Hmm. Même si c'est pas idéal, mais bon, dans une médecine, on n'est pas obligé d'examiner. Donc, C'est et ça, et ça, puis surtout, c'est de la prévention, donc ça- c'est vraiment génial, je trouve, de pouvoir. Enfin, on pourrait en parler encore des heures, je pense. Là, c'était vraiment une Ah, introduction. complètement, ouais, complètement. C'était une belle introduction. En tout cas, merci de votre intervention. Ah, Euh, merci à vous. on vous retrouve à Marseille et puis je laisserai les coordonnées du docteur Assouli dans la description de ce podcast, juste au-dessous. Et puis, merci encore. Et puis, pourquoi pas en parler encore dans un autre épisode. Bien sûr, ouais, ouais, avec plaisir. Merci Avec pour grand votre disponibilité. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, bonne écoute et bonne journée aussi à vous qui nous écoutez. À bientôt. plaisir.